En 2010, Chumlee a commis une seule erreur d'inattention qui a discrètement tout bouleversé à l'intérieur du mont-de-piété. Il tenait ce qui semblait être une guitare basse ordinaire, une pièce qui avait une valeur de gage banal d'environ 700 $. Elle n'avait pas l'air rare, historique ou particulièrement fragile. Pour quiconque l'observait, ce n'était qu'un article de routine de plus qui passait par le comptoir. Puis il a glissé. La guitare a heurté le sol avec un bruit sec et impitoyable qui a résonné dans tout le magasin. Au début, il n'y a eu que du silence. Lorsque le devis de réparation est arrivé, le visage de Rick Harrison s'est vidé de ses couleurs. Le chiffre était si élevé qu'il ne semblait même pas réel. Chumlee est resté figé, incapable de parler, tandis que Rick a éclaté dans un niveau de colère que personne dans le magasin n'avait jamais vu auparavant. Sa voix a traversé la pièce lorsqu'il a pointé vers la porte et a dit à Chumlee de partir immédiatement. Ce qui a suivi a fracturé l'atmosphère du magasin pendant des mois. Bien qu'il ne soit jamais passé à la télévision, ce moment est devenu l'un des désastres les plus chuchotés dans l'histoire de Pawn Stars, une erreur dont on se souvient longtemps après que les caméras se soient éloignées. Austin Lee Russell est né le 8,1982, dans une modeste maison de Henderson dans le Nevada. Il était le deuxième enfant d'une famille qui avait du mal à joindre les deux bouts. Et lorsque ses parents se sont séparés au début de sa vie, la responsabilité de tout maintenir en place est retombée sur les épaules de sa mère. Elle a travaillé sans relâche, jonglant souvent avec 2 ou même 3 emplois, à la fois juste pour garder la nourriture sur la table et les lumières allumées. La plupart du temps, elle rentrait à la maison épuisée, mais elle essayait tout de même de créer un sentiment de normalité pour Austin et ses frères et sœurs, Sage et Tara. L'argent étant toujours rare, elle prit l'habitude d'acheter des objets usagés dans les vides-greniers et les magasins d'occasion, puis de les revendre pour gagner un peu plus d'argent. Austin observait attentivement la façon dont elle transformait les objets jetés en argent pour le loyer. Sans s'en rendre compte, il absorbait des leçons sur la valeur, la négociation et la perception qui allaient plus tard définir sa vie. Il apprit très tôt que quelque chose d'ordinaire pour une personne pouvait avoir du sens, voire de la valeur, pour quelqu'un d'autre. Ces observations silencieuses plantèrent les premières graines de son avenir dans le monde du mont-de-piété. Austin a grandi dans la banlieue de Las Vegas au cours des années 1990. Il aimait les jeux vidéo, collectionnait les jouets et passait ses après-midi avec ses amis après l'école. Pourtant, même à cette époque, il y avait quelque chose de différent dans sa façon de voir les choses. Alors que les autres enfants couraient après le sport ou les dessins animés, Austin se promenait dans les vides-greniers avec sa mère, essayant instinctivement d'échanger des objets contre d'autres qu'il aimait mieux. Il a développé un sens de ce qui semblait intéressant et de ce que les gens pourraient être prêts à payer bien avant que l'argent lui-même ne devienne le but à atteindre. À l'âge de 10 ans, il a appris l'une des leçons les plus douloureuses de son enfance. Après avoir économisé de l'argent grâce à de petits travaux à l'école, il a dépensé 50 $ pour acheter ce qu'il croyait être une véritable carte de baseball de Mickey Mantle. Pour un enfant, 50 $ semblait énorme. Il pensait avoir trouvé un trésor. Lorsqu'un collectionneur plus âgé lui a dit que la carte était fausse, la déception a été profonde. Cette piqûre est restée en lui pendant des années, mais elle lui a aussi enseigné une leçon qu'il n'a jamais oubliée. Les apparences sont trompeuses et l'authenticité est essentielle. Plus tard dans la vie, il a répété cette histoire aux autres comme un avertissement né d'un échec personnel. Vers l'âge de 12 ans, le père d'un ami a regardé le visage rond d'Austin et a plaisanté en disant qu'il ressemblait à Chumlee, le morse du vieux dessin animé Tennessee Tuxedo. Austin a d'abord détesté le surnom, mais à cet âge, lorsqu'un nom s'impose, il est impossible de s'en défaire. En peu de temps, tout le monde l'appelait Chumlee. Ce qui a commencé comme une taquinerie est lentement devenu une partie de son identité. Au lieu de le combattre, il s'y est adonné. Le surnom l'a rendu inoubliable et des années plus tard, il est devenu un atout inattendu lorsque la télé-réalité a fait son entrée dans sa vie. Le collège n'a pas été tendre avec lui. Avec son surnom et son apparence, il est devenu une cible facile. Mais pendant ces années difficiles, il a trouvé un moyen inattendu de s'intégrer. Lorsque les cartes Pokémon ont explosé en popularité à la fin des années 1990, Chumlee a réalisé qu'il pouvait les acheter, les échanger et les vendre pour réaliser de petits profits. Sans le savoir, il apprenait l'offre et la demande en temps réel.
Les enfants qui se moquaient de lui ont commencé à le solliciter pour des échanges. De transaction en transaction, sa confiance a grandi. Il a appris à parler aux gens, à négocier des conditions et à reconnaître quand quelque chose a vraiment de la valeur. À 17 ans, l'école lui semble finie. En 1999, il abandonne le lycée de Green Valley et choisit de passer son GED. Il accepte tous les emplois qu'il trouve notamment dans un magasin de bande dessinée où il approvisionne les rayons et aide les clients à retrouver de vieux numéros. Les magasins de bande dessinée sont des lieux de rassemblement pour les collectionneurs et les passionnés des gens qui aiment le même genre de choses que lui. Cet environnement lui semble plus naturel qu'une salle de classe ne l'a jamais été. À l'âge de 15 ans, il a commis une erreur qui aurait pu faire dérailler sa vie. Il a essayé de vendre une pièce de vélo volée sur un marché aux puces et s'est fait prendre. Les conséquences ont été graves, il a été puni pendant des mois, humilié et effrayé. Cette expérience l'a forcé à se confronter à ce qu'il voulait devenir. Au lieu de l'éloigner de l'achat et de la vente, elle l'a poussé à s'engager à le faire honnêtement. À partir de ce moment-là, il a évité tout ce qui était louche et a appris le véritable poids de l'intégrité. Tout a changé le jour où il a rencontré Corey Harrison. Ils avaient tous deux environ 8 ans et vivaient dans le même quartier d'Henderson. Ce qui a commencé comme une amitié d'enfance basée sur les jeux vidéo et les objets de collection s'est transformé en un lien qui allait façonner tout l'avenir de Chumlee. La famille de Corey possédait le Gold and Silver Pawn Shop et Chumlee a passé d'innombrables heures dans ce monde sans se rendre compte où cela le mènerait. Dans 2000, à l'âge de 18 ans, Corey l'a emmené au Mont-de-Piété, juste pour regarder de vieilles bandes dessinées. À l'intérieur, Chumlee a regardé Rick Harrison négocier une console Atari Vintage, ramenant le prix à $150. Regarder cette transaction a déclenché quelque chose en lui. Il a réalisé que chaque objet portait une histoire, et que chaque transaction était une énigme qui attendait d'être résolue. Ce seul moment lui a donné envie de comprendre comment tout cela fonctionnait. À 2001, il aidait gratuitement au magasin. Il triait les étagères de vieux jeux Nintendo, fouillait dans les boîtes de bandes dessinées poussiéreuses et inspectait les objets de collection pour vérifier qu'ils n'étaient pas endommagés. Un jour, il a repéré une fausse figurine de He-Man qui a presque trompé tout le monde. Lorsque Rick a confirmé qu'il s'agissait d'une contrefaçon, il a récompensé Chumlee avec les pourboires de la journée. Ce petit moment a montré à Rick que Chumlee avait un instinct naturel pour repérer à la fois les contrefaçons et les joyaux cachés. Dans 2002, Chumlee a joué un rôle clé dans sa première vraie affaire. Un client a apporté une cartouche de Super Mario Bros. Que Chumlee a reconnue comme rare. Il a incité Rick à l'acheter pour $200. Rick a hésité, mais Chumlee a tenu bon. Le magasin a ensuite vendu la cartouche pour $800. Chumlee a gagné une commission de $50 et un élan de confiance qui lui a dit qu'il avait sa place dans ce magasin. Il a également été témoin de la face cachée du commerce de prêt sur gage. Des disputes enflammées ont éclaté, notamment une dispute explosive au sujet d'un pistolet datant de la guerre de sécession. Les voix se sont élevées, les esprits se sont échauffés, et Chumlee a vu à quel point les transactions pouvaient rapidement devenir hostiles. Ces moments lui ont appris l'importance de la connaissance de la patience et de la prudence. Dans 2003, à 21 ans, Chumlee est officiellement embauché au Gold and Silver Pawn Shop. Il gagne $8 de l'heure testant l'or avec des kits d'acide, gérant les tickets de gage et travaillant au comptoir. C'est un début modeste, mais il marque le début de la vie qui le placera devant des millions de téléspectateurs et des années plus tard conduira à l'erreur que personne à l'intérieur de la boutique n'a jamais vraiment oubliée. Ce n'était pas très prestigieux, mais il apprenait chaque jour quelque chose de nouveau. Petit à petit, il s'est intégré à l'équipe. Il ne le savait pas à l'époque, mais la lente routine de ses premières années le préparait au moment où les caméras commenceraient à tourner et où tout le monde connaîtrait le nom qu'il avait autrefois détesté. Les premiers jours de Chumlee au Mont-de-Piété ont commencé en 2004, alors qu'il n'était encore qu'un gamin tranquille qui apprenait le rythme de l'endroit. Il arrivait tous les matins à 9h et la journée commençait toujours de la même façon. Des camions arrivaient chargés de ventes aux enchères d'unités de stockage qui arrivaient sans avertissement. Parfois, il y avait des centaines de choses empilées de vieilles voitures Hot Wheels des années 1950, des piles de lots, de bandes dessinées et des boîtes qui sentaient la poussière et le mystère. Il devait tout trier rapidement et deviner la valeur de chaque chose. Parfois, il marchande des boîtes entières de bandes dessinées anciennes pour moins d'1 centime de dollar. Le travail était long et pénible,
Et il y avait des moments où il se sentait plus déménageur qu'employé, mais ces heures ont construit quelque chose en lui. Il a appris à trouver la valeur qui se cache dans le bric-à-brac. Cette première mouture est devenue la base, qu'il a portée au fil des ans, lorsque l'émission a eu besoin de quelqu'un qui comprenait les unités de stockage mieux que quiconque. Dans 2005, il a obtenu sa première vraie victoire. Un jouet vintage 1970 Star Wars à sabre laser est arrivé, et au lieu de le passer à Rick ou Cory, il a fait confiance à ses propres instincts. Il l'a payé 300, et les collectionneurs ont essayé de le dissuader ou de l'effrayer en lui faisant croire qu'il ne valait rien. Il a tenu bon. Lorsque le magasin l'a vendu pour environ 3000 $, le profit à lui seul a fait grimper les chiffres du magasin de près de 20% pour le mois. C'est à ce moment-là que Chumlee a senti qu'il était plus qu'un simple ouvrier. Il s'est senti comme quelqu'un qui pouvait voir ce que les autres ne voyaient pas. La nouvelle s'est répandue dans l'atelier. La nouvelle s'est répandue parmi les collectionneurs locaux. C'est la première fois qu'il a réalisé qu'il pouvait se faire une place dans le secteur s'il continuait. Mais l'année suivante lui a rappelé à quel point les choses pouvaient mal tourner. En 2006, il a acheté une Rolex pour 1200 en pensant qu'elle était vraie. Rick l'a vérifiée, a vu qu'elle était fausse et a explosé. C'est la première fois que Chumlee l'a entendu dire « Tu es viré avec une vraie colère derrière ». L'erreur a coûté au magasin 900, même si Chumlee a vendu la fausse montre pour 300 afin de réduire la perte. Il s'est excusé encore et encore jusqu'à ce que Rick se calme. Rick l'a laissé rester, mais la leçon ne l'a jamais quitté. À partir de ce jour, Chumlee vérifie tout. Il n'a jamais oublié à quel point il est facile de faire des erreurs lorsque la pression est forte. À 2007, il a suffisamment grandi pour que Rick commence à lui confier des tâches plus importantes. Des collectionneurs célèbres venaient avec des objets rares, et Chumlee était celui qui s'en occupait. Un jour, une boucle de ceinture authentique d'Elvis Presley est entrée dans le magasin. Il l'a authentifiée et l'a vendue sans hésiter pour quelques cents. Il a également appris le premier système numérique du mont-de-piété et a aidé à transférer l'inventaire dans un ordinateur en gardant les choses organisées d'une manière que le magasin n'avait jamais vue auparavant. Les gens le considèrent comme le type un peu loufoque de la télévision, mais à l'intérieur du magasin, il devenait une véritable partie de tout ce qui le faisait fonctionner. Dans 2008, il a essayé de régler quelque chose dans sa vie personnelle aussi. Il a commencé à utiliser la petite salle de sport du prêteur sur gage et a perdu 50 kilos au cours de l'année. Il se sentait plus léger et plus confiant lorsqu'il parlait aux clients. Rick a remarqué le changement et a augmenté son salaire à 12 $ de l'heure. C'était un grand saut pour lui. C'est aussi la première fois qu'il se sent vraiment respecté. Cette année-là marque un tournant, il devient la version de lui-même que les gens verront plus tard. À la télévision, quelqu'un qui rit facilement, mais qui travaille dur en coulisses. Lorsque le tournage a commencé en juillet 2009, Chumlee avait déjà 5 ans de travail derrière lui. Il s'est présenté à l'audition du producteur et en a fait un moment dont l'émission parle encore. Il a vu une machine d'arcade. Pac-Man a commencé à marchander, avec les producteurs comme s'ils étaient des clients, a fait des blagues, a discuté du prix et a fait rire tout le monde. Il n'a rien planifié. Son timing était naturel et ils ont adoré. Il a été choisi sur le champ. Il était l'ami de Cory qui a grandi dans le magasin et qui, sans le vouloir, est devenu le cœur de la série. Lorsque la première saison a été diffusée en 2009 et 2010, il est apparu dans 10 des 16 épisodes. L'une des scènes dont les gens se souviennent le plus est celle où il achète un album des Beatles, 1960 pour 150 $, avec un mélange d'excitation et de nervosité. Les téléspectateurs se sont immédiatement attachés à lui. La saison a attiré environ 2,7 millions de téléspectateurs par épisode et une quantité surprenante de courriers de fans lui ont été adressés. Les gens ont aimé son humour simple et la façon dont il se sentait réel devant la caméra. Son ascension a été rapide et il n'avait aucune idée de l'ampleur qu'elle prendrait. Pourtant, hors caméra, il travaillait plus dur que ce que les gens savaient. Il restait debout tard à lire des guides d'antiquité et à mémoriser des valeurs. Un jour, lors du tournage d'une évaluation d'une épée de la guerre de Sécession, il s'est trompé dans tellement de répliques qu'ils ont dû refaire la scène 5 fois. Il détestait ralentir tout le monde, mais il refusait d'abandonner. Cet effort l'a rendu meilleur. Petit à petit, l'employé maladroit est devenu quelqu'un que les fans respectent parce qu'il essaye d'évoluer. À la fin de la saison 2, dans 2010, sa vie a complètement changé. Il est passé d'un salaire annuel de 25 000 $
au mont-de-piété à un salaire de 100 000 $ grâce à l'émission. Il a acheté sa première voiture, une Mustang 1995, et a commencé à se constituer une sérieuse collection de jeux vidéo. L'argent a apporté la liberté, et cette liberté a apporté encore plus de confiance. En 2016, il était devenu multimillionnaire, mais ses premiers chèques étaient ceux qui comptaient le plus, parce qu'ils lui montraient que sa vie avait vraiment basculé. La même année, il a commencé à rencontrer ses fans en personne. Il signait des autographes lors de petits événements organisés à Las Vegas et prenait toujours un peu plus de temps avec les enfants ou les collectionneurs qui semblaient nerveux. Lors d'un événement, un fan lui a tendu une cartouche Nintendo Zelda rare d'une valeur d'environ 400 virgules. C'était un geste simple, mais il est resté gravé dans sa mémoire. Il a gardé la cartouche comme un rappel du chemin parcouru depuis le tri de boîtes poussiéreuses dans 2004, jusqu'à devenir quelqu'un que les gens admirent suffisamment pour lui offrir des cadeaux. Tout a commencé en 2011 lorsqu'il a choqué ses fans en entrant dans le magasin avec une réplique de Tommy Gun de style Vance 2900 qu'il avait acheté pour 502 000 $. La plupart des gens s'attendaient à ce qu'il se plante, mais les experts ont dit qu'il s'agissait d'une réplique solide d'une valeur d'environ 5 000 $. Lorsqu'il l'a vendu pour ce montant, Rick Harrison a souri et l'a félicité comme rarement. Les fans ont adoré voir Chumlee renverser le scénario et montrer qu'il pouvait penser par lui-même. Cette affaire a permis aux gens de porter un regard neuf sur lui. Ensuite, il y a eu 2012 lorsqu'il est soudainement passé à Nickelodeon. Il est apparu en tant que lui-même dans l'épisode d'iCarly « J'ai perdu la tête à Vegas ». Aux côtés de Rick et Corey devant près de 4 millions de jeunes téléspectateurs, sa scène s'est révélée ludique et loufoque où il marchand d'une épée accessoire comme il le faisait dans le magasin. Les enfants ont commencé à le citer en ligne, transformant de petites répliques en mèmes bruyants, et pour la première fois, il a senti le poids d'être reconnu par des gens qui ne regardaient même pas Pawn Stars. Dans 2013, il attirait déjà environ 3,5 millions de téléspectateurs à chaque épisode et un moment a frappé plus fort que les autres. Il a échangé un appôt à canard contre 300 $ lors d'un crossover avec Duck Dynasty. Cela semblait simple, mais les fans des deux émissions ont explosé en ligne. Les médias sociaux ont adoré l'idée d'un chaos de prêteurs sur gage se mêlant à des chasseurs barbus. Chumlee a porté tout ce moment avec une énergie facile et amusante qui a fait grimper l'audimat des deux côtés. Vers 2014, son nom était suffisamment grand pour qu'il tente quelque chose de nouveau. Il a lancé des t-shirts avec sa marque et les fans se sont empressés de les attraper. Il a vendu 10 000 chemises au prix de 20 $ chacune et a réalisé un bénéfice de 50 000 $. Cet argent a permis de moderniser le magasin et a montré qu'il pouvait transformer la célébrité en affaires. Certaines chemises ont même été revendues en ligne à des prix plus élevés et les gens les ont traitées comme des objets de collection. Dans 2015, tout se met en place pour arriver à un moment que personne n'attendait. Il achète une véritable esquisse de Picasso pour 6 000 $. L'œuvre est authentifiée puis vendue aux enchères pour 23 000 $. Les téléspectateurs qui s'étaient moqués de lui l'ont vu se tenir dans la boutique comme quelqu'un capable de s'occuper d'œuvres d'art de grande valeur. Même les collectionneurs les plus sérieux l'ont félicité. Pendant un moment, Chumlee a eu l'impression d'avoir gagné sa place, mais sous toutes ces victoires se cachent des moments qui l'ont profondément blessé. Des années avant la diffusion de l'émission en 2008, il a dépensé 155 000 $ de ses propres économies pour acheter ce qu'il pensait être un socle droit rare. L'expert a déclaré qu'il s'agissait d'une contrefaçon complète. La perte a anéanti tout ce qu'il avait économisé et a créé un douloureux fossé entre lui et Corey Harrison. Les fans l'ont appris plus tard et l'histoire est entrée dans l'histoire de Pawn Stars, montrant à quel point la confiance peut facilement se briser lorsque de l'argent est impliqué. Chumlee a admis qu'il n'avait pas le droit d'acheter un instrument coûteux et l'erreur l'a hanté pendant des années. Il a de nouveau trébuché dans 2012 avec une guitare LED qu'il avait surpayée au cours de la 5e saison. Il a mis 3 500 de trop, et une fois que la guitare a été évaluée comme fausse, le magasin a perdu 2 000 $. Rick l'a réprimandé devant la caméra, et ce moment est resté dans les mémoires des téléspectateurs. C'est devenu l'un des plus grands avertissements de l'émission sur l'achat sans connaissance. Chumlee a essayé d'en rire, mais l'erreur était plus profonde que les caméras ne le montrèrent. L'année suivante a apporté un autre succès. Dans 2013, il a acheté 3 montres Rolex pour 4 000 $, pensant avoir fait une bonne affaire.
Les experts ont ensuite révélé que les 3 étaient fausses. Cela a poussé le magasin à créer une nouvelle règle, lui interdisant de s'occuper des achats de luxe sans la présence d'un expert. Les fans ont plaisanté à ce sujet, mais l'embarras était réel. Cela l'a forcé à faire face à la vérité. La confiance en soi sans compétence peut être dangereuse. Dans 2014, les choses se sont à nouveau envenimées, lorsqu'il a insisté pour acheter un jeu d'arcade, même après qu'un expert ait dit qu'il était mauvais. Le jeu s'est avéré cassé et a coûté 500 au magasin. Rick l'a confronté à la caméra et la tension était palpable. Les fans ont débattu pour savoir qui avait raison et le magasin a dû changer sa façon de vérifier les appareils électroniques après la dispute. Ce moment a montré comment l'entêtement peut transformer un simple achat en un gros problème. En 2015, le stress de la célébrité et des erreurs a commencé à se faire sentir sur son corps. Il avait repris environ 30 kilos et les téléspectateurs ont commencé à le harceler en ligne. Les blagues, les mèmes et les commentaires se sont accumulés. Même Rick l'a taquiné dans l'émission, ce qui n'a fait qu'amplifier les critiques. Chumlee a finalement suivi une thérapie en utilisant l'argent qu'il a gagné grâce à l'émission pour obtenir de l'aide. Les séances ont porté sur le stress, l'image de soi et la gestion de la célébrité. Il n'a pas caché qu'il avait des difficultés et les fans qui connaissaient cette douleur se sont sentis liés à lui d'une nouvelle manière. Les problèmes ont commencé à 2010 par un après-midi tranquille à l'intérieur du prêteur sur gage d'or et d'argent. Chumlee a appuyé un socle en gage contre une étagère et s'est éloigné sans réfléchir. Le socle avait été mis en gage pour seulement $700, mais il était vieux et précieux, quelque chose qui nécessitait des mains prudentes. Quelques secondes plus tard, il a glissé à heurter le sol et s'est brisé en morceaux devant tout le monde. Tout le magasin s'est figé, le personnel, les clients et même les passants ont tourné la tête en entendant le bruit. Le premier devis de réparation s'est élevé à $20 000. Ce n'est pas le mythe des $200 000 qui s'est répandu sur Internet, mais c'est tout de même un désastre pour un seul objet prêté sur gage. Rick Harrison est arrivé à vue l'épave et sa colère a envahi la pièce. Il a appelé Chumlee dans le bureau et lui a crié qu'il avait fini sa journée, le renvoyant chez lui sur le champ. Plus tard, Rick lui a dit qu'il devrait couvrir le coût total des réparations avec ses propres économies. Chumlee l'a payé. L'affaire n'a jamais été diffusée dans l'émission, mais l'histoire s'est répandue parmi le personnel et a glissé sur les forums de fans jusqu'à devenir l'un des moments les plus discutés dans les coulisses de l'histoire de Pawn Stars. Les retombées ont été très importantes. La base appartenait à un propriétaire qui voulait récupérer chaque dollar de sa valeur réelle. Il menaçait d'intenter une action en justice et exigeait un dédommagement complet. Le magasin a tenté de calmer les choses en proposant des réparations, mais le propriétaire a insisté pour obtenir davantage. Des rumeurs de procès ont commencé à circuler. Lorsqu'un journaliste a interrogé Chumlee à ce sujet plus tard, il a haussé les épaules d'un air confus et a dit « Je ne sais pas à quoi je pensais ». Cette phrase s'est retrouvée dans les tabloïds et les pages de fans partout dans le monde. Les gens l'ont répété comme un mème, et cela l'a fait passer pour un négligent. En coulisses, les avocats sont intervenus et le magasin a conclu un accord pour éviter un procès public. L'affaire a failli dégénérer en quelque chose de beaucoup plus important. Rick a immédiatement apporté des changements. Chumlee s'est vu interdire de manipuler des instruments de musique pendant des mois. Il a manqué 2 épisodes parce qu'il ne pouvait participer à aucune des scènes habituelles dans les magasins. Rick et les cadres supérieurs lui ont fait suivre une formation obligatoire sur la manière de ranger les objets et de déplacer les pièces de valeur en toute sécurité. Même si les fans en ont ri plus tard, les personnes à l'intérieur du magasin savaient que c'était le moment où la réputation loufoque de Chumlee cessait d'être drôle. Il devait regagner la confiance un pas après l'autre. Les choses ont ensuite pris une tournure plus sombre en 2016. Le 9 mars, la police a fait une descente à son domicile de Las Vegas à la recherche de preuves liées à une allégation d'agression sexuelle. Ils n'ont rien trouvé pour étayer cette allégation, mais ils ont trouvé quelque chose d'autre. Près de 500 grammes de marijuana, de la méthamphétamine, du Xanax, de l'attirail de drogue et 12 armes à feu étaient éparpillées dans la maison. Certains étaient des armes de poing et des fusils de chasse enregistrés, d'autres des fusils d'assaut non enregistrés, y compris un MP5 entièrement automatique qui semblait tout droit sorti d'un film d'action. Les agents ont également trouvé un coffre fermé à clé sous sa chambre. Lorsqu'ils l'ont ouvert, ils ont découvert une pièce privée avec une barre de danse, ce dont les tabloïds se sont immédiatement emparés.
L'image du gentil et inoffensif Chumlee s'est fissurée en une journée et les fans ont vu à quel point sa vie privée s'était éloignée du personnage qu'ils voyaient à la télévision. Les charges sont tombées rapidement. 20 chefs d'accusation drogue, armes, possession illégale. Tout s'est accumulé pour aboutir à ce qui aurait pu être une peine de prison de plusieurs dizaines d'années. Sa caution a été fixée à $62 000 qu'il a payé le lendemain. Si tous les chefs d'accusation étaient maintenus, il risquait jusqu'à 30 ans de prison, voire 70 selon certaines estimations. Rick Harrison s'est exprimé publiquement et a déclaré que le magasin le soutenait, mais il n'a pas donné de détails. La vérité est simple, Chumlee était plus près de tout perdre que les fans ne l'avaient jamais imaginé. Même après la libération sous caution, le raid a continué d'exploser sur Internet. La barre de danse, le coffre-fort, les armes, la drogue. Chaque détail a alimenté le feu et la chaîne. Histoire a tranquillement mis en pause plusieurs épisodes de Pawn Stars. Les fans se demandaient si c'était fini, si Chumlee allait disparaître de la télévision pour toujours. L'enquête s'est poursuivie jusqu'en mai 2016, date à laquelle Chumlee a accepté de plaider coupable. Il a plaidé coupable d'une accusation de crime avec arme à feu et d'une accusation de délit de drogue. Pas de peine de prison, 3 ans de probation des conseils, et il a dû remettre toutes les armes et tous les éléments de preuve trouvés lors du raid. S'il n'avait pas d'ennui pendant 3 ans, son crime serait effacé. L'accord a sauvé sa carrière et l'a éloigné du bord du gouffre. Lentement, la tension s'est estompée. En 2017, Chumlee est revenu dans l'émission même si des rumeurs disaient qu'il avait été viré. Corey Harrison l'a remplacé sur les médias sociaux et a parlé de loyauté et de la vérité désordonnée derrière la célébrité. Chumlee a gardé un profil plus bas devant la caméra, plus calme et plus prudent, mais il a continué à faire partie de l'atelier et de l'émission. History Channel l'a ramené dans des épisodes réguliers et les fans l'ont à nouveau accepté. Il a également continué sa vie. En mai 2017, il a ouvert Chumlee's Candy sur le BLVD juste à côté du prêteur sur gage. Elle vendait des bonbons rétro des années 70, 80 et 90 et a rapporté environ $500 000 la première année. Les touristes passaient directement du mont-de-piété à sa confiserie, achetant des chocolats dédicacés et des boissons colorées. Elle est devenue une attraction à part entière et a prouvé qu'il était capable de construire quelque chose en dehors de la télévision. Au début des années 2020, il est de nouveau sur la route avec Rick et Corey pour tourner Pawn Stars do America. En 2022, il fait la une des journaux pour une affaire de cartes Pokémon d'une valeur de 1200 et les collectionneurs ont loué la finesse de son discours lors de la négociation. L'émission l'a poussé à s'intéresser davantage aux objets de collection de la culture pop, comme les cartes magiques, où il était connu pour jouer gros et surprendre même les fans de longue date. Au bout de 2025, sa fortune nette atteint $5 millions. Les épisodes lui rapportent environ $25 000 chacun. Ses investissements commerciaux ne cessent de croître. Pendant plus de 10 ans, il a accumulé les recettes à la télévision. Il a reconstruit tout ce qui semblait cassé et a transformé le chaos en quelque chose de rentable. La plupart de son argent provient maintenant de ses entreprises et de ses apparitions plutôt que du mont-de-piété lui-même. Dans tout cela, sa vie personnelle a trouvé son propre équilibre. En 2018, il s'est fiancé à Olivia Caputo. Il est resté sobre pendant et après sa probation a poursuivi sa thérapie et a fait appel à des groupes de soutien pour se stabiliser après la descente de police. Il a appris à gérer le stress au lieu de s'en cacher. Ses habitudes tranquilles l'ont empêché de retomber dans les problèmes et l'ont aidé à se construire une vie qui lui semblait à nouveau solide.